Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est important que je vous précise qu'effectivement, cette accréditation Erasmus+, elle a été demandée en tout cas et accordée à l'Agence Occitanie en Seine. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui reste valable uniquement pour les professionnels du spectacle vivant, au moins jusqu'à la fin de cette période de programmation qui est la fin de la validité de cette accréditation, donc à savoir fin 2027. Euh, voilà, donc depuis 2022 et donc jusqu'à fin 2027, Occitanie en Seine est titulaire d'une accréditation Erasmus+, qui vise à renforcer la coopération entre actrices du spectacle vivant en Occitanie et leur permettre de travailler au développement de leurs activités en Europe. Une petite aparté sur le programme Erasmus+, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas uniquement dédié à la jeunesse, mais peut effectivement s'adresser à toute personne en situation, à toute personne majeure en situation d'apprentissage, peu importe la manière dont il et elle apprennent. On est donc sur la partie du volet Erasmus+, éducation des adultes, qui s'adresse à toutes les structures de l'action sociale, de l'économie sociale et solidaire, de l'inclusion et de l'éducation populaire, dont nous faisons donc partie. Toutes ces structures qui souhaitent encourager leurs actrices, salariés, bénévoles, administrateurs, administratrices, dirigeants, dirigeantes, mais aussi les publics que vous accompagnez, quand on souhaite les accompagner à se former et à enrichir leurs pratiques via des activités centrées sur l'apprentissage et l'acquisition de connaissances. Ce programme permet en d'autres termes d'échanger avec d'autres structures européennes, vos pairs que vous avez pu identifier dans le cadre de vos activités, d'échanger avec elles sur des problématiques que vous avez identifiées sur lesquelles vous aimeriez travailler en changeant d'échelle et de perspective. Donc, je vais partager mon document et ce document, j'anticipe la question, vous sera transmis bien évidemment à l'issue du webinaire. Hop là, pardon. Et donc, pour pouvoir bénéficier des financements Erasmus+, il vous faut proposer des activités qui répondent évidemment aux priorités du programme que je vous présente ici. Il y en a 4. Donc, la première priorité, c'est la priorité d'inclusion et de diversité. Le programme promeut l'égalité des chances, l'inclusion, la diversité et l'équité à travers l'ensemble de ses actions. En effet, Erasmus+ porte une attention particulière aux activités qui permettent de faciliter l'accès à l'éducation et à la formation de personnes considérées comme éloignées de ces activités, que ce soit pour des raisons de handicap ou d'obstacles sociaux ou économiques. Alors, j'ai encore des gens qui arrivent, excusez-moi. Voilà, bonjour. La deuxième priorité du programme, donc il s'agit d'une priorité environnementale. C'est une incitation du programme à observer et promouvoir des comportements éco-responsables comme l'incitation, par exemple, à prendre des moyens de transport durables à faible émission de CO2 pour vos mobilités. La troisième priorité du programme, c'est l'éducation au numérique. Donc Erasmus+ vise un renforcement des compétences numériques à tout âge, tant sur un aspect outils de travail au quotidien, comme des outils de la coopération par exemple, que dans le développement de nouveaux outils ou de nouvelles ressources numériques, comme des plateformes en ligne ou autres moyens qui sont offerts par le programme à cet effet. Et enfin, la dernière priorité du programme, c'est la participation à la vie démocratique et l'engagement civique. En effet, donc Erasmus+ souhaite sensibiliser et aider la promotion de valeurs communes. L'objectif ici est de favoriser l'engagement citoyen et la capacité des Européens et Européennes à participer activement à la vie politique et sociale des pays de l'Union.
Lorsqu'on a déposé l'accréditation Erasmus+, on s'est engagé à respecter ces quatre priorités du programme et on a précisé également des objectifs de cette accréditation euh, qui se recoupent évidemment avec les objectifs du programme, vous allez le voir, mais c'est un petit peu plus précis quant aux objectifs qui concernent les enjeux de notre secteur. Et donc, pour ces objectifs de notre accréditation, on va avoir en premier lieu donc, développer des compétences d'innovation, de coopération, de collaboration, de résilience pour agir collectivement par l'acquisition de nouvelles capacités collectives. Le deuxième objectif, c'est former des personnels aux nouveaux enjeux européens post-crise Covid dans une approche de filière régionale, à savoir les enjeux climatiques, l'égalité, la diversité, le réemploi des compétences à l'échelle européenne. Le troisième objectif de l'accréditation, c'est de mettre au point et d'expérimenter, de former les personnels à de nouvelles méthodes d'accompagnement. Et enfin, dans le cadre de cette accréditation, on a choisi de travailler avec un consortium de structures de la filière du spectacle vivant afin de lever des freins au développement et à l'adaptation que les structures peuvent rencontrer individuellement. L'idée derrière cet objectif, c'est de construire des solutions nouvelles en renforçant l'écosystème et les solidarités entre structures. Donc là, je vais faire un petit focus sur le consortium. Je précise juste que pour pouvoir bénéficier de l'accréditation Erasmus+, vous n'êtes pas obligé de faire partie de ce consortium. Je vais préciser un petit peu les avantages pour faire partie de ce consortium, mais ce n'est pas une obligation. Puisque toutes les structures qui opèrent dans le champ du spectacle vivant sont éligibles aux bourses Erasmus+, dans la mesure évidemment où elles mettent en place des activités qui correspondent aux objectifs que je viens de citer. Mais pour certaines structures, il peut être intéressant d'intégrer le consortium qui est mis en place dans le cas de mobilité récurrente de vos personnels ou apprenants. C'est-à-dire que vous avez un vrai plan de développement de plusieurs années avec l'identification de plusieurs mobilités pour plusieurs membres de vos équipes. Dans ce cas-là, si vous intégrez le consortium, ça peut vous permettre de bénéficier de barèmes plus intéressants dans le calcul de vos bourses. On va le voir, la bourse qui est accordée en fait est calculée sur un système de barèmes. Ça vous permet également d'être identifié par l'agence Erasmus+. Ça a un intérêt si vous envisagez de déposer en fait un projet Erasmus+, dans la manière dont sera noté en fait le projet que vous déposerez. Ça sera un plus d'avoir été déjà identifié par l'agence en tant que structure agissant au niveau du programme Erasmus+. Et enfin, en tant que structure qui est membre du consortium, vous pouvez bénéficier d'un remboursement des frais à la structure au lieu d'un remboursement à la personne, qui est le cas habituel des bourses Erasmus+. Donc, pour faire partie de ce consortium, il vous faudra avant tout posséder un numéro OID. Alors, le numéro OID, c'est un numéro d'immatriculation ou d'identité, si vous voulez, qui permet de s'enregistrer en tant que structure agissante dans le cadre des programmes Erasmus+. C'est une démarche assez rapide et assez simple, mais c'est ce numéro d'immatriculation qui est nécessaire. Ensuite, on va vous demander de rentrer dans la dynamique de la coopérative de projet, qui est une initiative aussi que nous avons mis en place au niveau régional, qui sous-entend de s'inscrire en fait dans une démarche d'internationalisation ou de développement de coopération et d'être dans une posture de démarche de partage, de coopération, dans une logique en fait de circulation de ressources et de compétences au niveau régional. Pour être membre de la coopérative de projet, il faut s'inscrire sur la plateforme Hub. Vous nous en faites la demande et vous recevez en fait tout un tas d'informations qui sont liées à des activités sur l'échelle européenne. Et enfin, il faut être donc une structure de la filière du spectacle vivant, de type compagnie, école ou structure d'accompagnement et de formation, ou encore bureau de production qui développe des programmes d'accompagnement des équipes artistiques.
ou enfin une structure de diffusion labellisée ou intermédiaire impliquée dans des volets éducatifs non formels. Donc là, vous le voyez, on commence à retrouver quand même les principes du programme Erasmus+, c'est-à-dire le principe d'une mobilité avec objectif de monter en compétences. C'est ce qu'on va appeler en fait une mobilité apprenante. Dès que vous avez en fait un projet de mobilité apprenante, comme on vient de le définir dans les objectifs donc d'Erasmus+, il va vous falloir identifier en face une structure d'accueil en Europe, euh, qui est donc sur un des territoires des 27 pays membres de l'Union européenne ou des membres des pays tiers qui sont associés au programme Erasmus+. Ils sont détaillés ici. Vous avez la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, mais également la République de Macédoine du Nord, la République de Turquie et la République de Serbie, pardon. Euh, je vous l'ai dit déjà, mais on va le revoir. Les montants donc, sont forfaitaires et dépendent d'une grille qui est établie par l'Union européenne sur la base d'un calcul de distance à vol d'oiseau entre la ville de départ et la ville d'arrivée. Une autre possibilité qui est indiquée ici aussi pour les structures qui seront membres du consortium, c'est qu'elles ont la possibilité d'inviter des experts sur des activités qui se dérouleraient au sein de leur organisation. Donc, c'est des mobilités entrantes. On fait venir des experts européens sur nos propres activités. Euh, sur sur ces mobilités-là, en fait, donc ça veut dire que vous avez identifié une structure en Europe. Vous avez un objectif de montée en compétences. Vous avez identifié une compétence dans cette structure que vous avez repérée, soit une méthode de travail, soit un savoir-faire qui pourrait vous aider dans vos activités. Vous avez également la possibilité d'avoir comme objectif de développer votre réseau et d'envisager en fait des temps de travail réguliers avec ces structures pour développer une coopération plus établie. Vous pouvez donc, si vous avez un projet de mobilité qui regroupe en tout cas tous ces premiers critères que je viens de vous présenter, vous pouvez solliciter un rendez-vous pour mettre en place une demande de bourse. Je vous précise juste en ce moment que dans cette phase de fusion, en fait, on est en train de travailler à une nouvelle procédure de demande pour bénéficier de ces bourses Erasmus+, qui, comme vous le savez sûrement, a connu pas mal de dysfonctionnements depuis sa mise en place. Donc, on travaille actuellement à la résolution de ces dysfonctionnements pour l'ensemble des dossiers qui ont été déposés à ce jour. Et on sera en mesure de vous présenter des nouvelles modalités de dépôt début 2026, qui concerneront du coup des mobilités entre 26 et fin 2027. Dans tous les cas, en fait, la structure que vous identifiez chez qui vous avez l'intention de vous déplacer, il faudra qu'elle ait un numéro OID également. En fait, le programme Erasmus+, on est sur une logique individuelle de montée en compétences, mais la logique, en tout cas, de mise en œuvre, c'est une structure qui a un numéro OID en France. Donc, si vous en avez un, vous pouvez faire partie du consortium ou déposer votre propre demande de mobilité en direct auprès de l'agence Erasmus+. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer par notre accréditation et bénéficier du numéro OID d'Occitanie en Seine. Mais dans tous les cas, en fait, il vous faudra identifier une structure d'accueil qui, elle, dispose d'un numéro OID. Pour les demandes de financement de mobilité, donc quels sont les types d'activités éligibles? Vous avez deux types d'activités. En fait, vous avez la mobilité de vos personnels, c'est-à-dire de vos salariés, des bénévoles de votre structure, des membres du bureau ou du CA, les personnels administratifs ou encore des animateurs ou des animatrices ou autres personnels de votre structure.
Dans ce cas-là, donc, vous pouvez mettre en place des activités qui sont donc des périodes d'observation en situation de travail qui vont aller de 2 à 60 jours. Ça peut s'appeler un job shadowing en fait pour l'anglicisme. Les participants en fait passent un certain temps dans une organisation d'accueil dans le but d'apprendre de nouvelles pratiques et de recueillir de nouvelles idées. Vous avez également la possibilité de mettre en place des missions d'enseignement ou de formation. Donc les personnes en mobilité vont passer un certain temps à enseigner ou à former dans une organisation d'accueil située dans un autre pays afin d'apprendre en accomplissant leurs tâches et en échangeant avec des pairs. Et enfin, les personnes en mobilité peuvent également bénéficier d'un cours structuré ou d'un type de programme de formation. Donc là, sur ce type de mobilité, il faut vraiment faire attention à ce programme d'apprentissage qui doit être assez formalisé sur une période de 2 à 30 jours pour pouvoir assister à ce programme de formation à l'étranger. Ça, c'était donc pour les mobilités du personnel. Si vous avez aussi la possibilité de proposer des mobilités pour des apprenants. Alors, le programme Erasmus+ considère les apprenants comme vos adhérents d'associations, de structures, mais aussi les bénéficiaires de vos actions, dans le cas où elles sont des personnes majeures, ce qui veut dire les bénéficiaires de vos actions d'accompagnement ou de formation. Par exemple, pour une boîte de production qui met en place un programme d'accompagnement des compagnies dont elle s'occupe, eh bien, les compagnies peuvent être considérées comme des apprenants. Et dans ce cas-là, ce sont des mobilités de groupe pour les apprenants adultes de 2 à 30 jours, et on fait groupe à partir de 2 apprenants, ou alors des mobilités individuelles à des fins d'apprentissage pour des mobilités de 2 à 30 jours. Il y a d'autres activités qui peuvent être soutenues. Donc ça, je vous l'ai dit sur les experts invités dans le cadre des structures qui font partie du consortium. Donc les organisations peuvent inviter des formateurs, des formatrices, enseignants, enseignantes ou experts, expertes pour intervenir dans le cadre des activités que vous mettez en place sur votre territoire dans le cadre de votre structure. Et il y a aussi des visites préparatoires. Donc, ces visites préparatoires sont des mobilités chez le partenaire d'accueil, donc dans la structure que vous avez identifiée à l'étranger. On me permet de couper le son. Euh, Chaque visite préparatoire est forcément motivée et en fait, elle va servir à mettre en place une collaboration un petit peu plus étroite avec de nouvelles organisations partenaires ou préparer des activités de mobilité à plus longue durée. Donc, qui peut bénéficier de ces mobilités? Je vous l'ai dit, donc ce sont soit des porteurs ou porteuses de projets artistiques et responsables d'équipement, ou encore salariés en charge de l'accompagnement dans vos structures, salariés d'école ou de structures d'accompagnement, donc personnel administratif, technicien, technicienne, accompagnant, accompagnante ou chargé de projet. Également les membres de vos structures, que ce soit des bénévoles, des dirigeants ou des encadrants d'activités et des personnels travaillant avec des personnes en difficulté sociale ou en insertion, si c'est le cas, dans le cadre de vos actions. Le principe en fait de la bourse mobilité Erasmus+, en fait, c'est une logique de bourse qui est une contribution à des frais engagés. Elle n'a pas du tout vocation à couvrir la totalité des frais de projet. Donc, le côté positif, c'est que dans la justification, en fait, on ne va pas être sur le remboursement des frais réels. En revanche, voilà, il y aura forcément, enfin, il se peut qu'il y ait un reste à charge puisque ce sont des calculs par barème. Il y a deux types de frais qui sont considérés, en tout cas dans ces bourses, dans l'estimation de ces barèmes. Il va y avoir d'abord les frais de voyage. Donc, c'est une participation à vos frais de voyage aller-retour des personnes qui sont en mobilité, de leur lieu d'origine jusqu'à l'endroit de l'activité. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est un calcul de
de distance à vol d'oiseau qui est faite par un calculateur qui est fourni par la Commission européenne. Et l'autre type de frais qui peuvent être pris en charge, pardon, ce sont les frais de séjour. Euh, alors, attendez, parce que du coup, ouais. Les frais de séjour, ce sont des frais donc, qui vont inclure l'hébergement et la restauration sur place. On va voir ensuite les différents barèmes. Donc, sur les frais de voyage, là, vous avez ici les barèmes qui sont valables sur l'année 2025. Donc, vous le voyez, c'est en fonction de la distance parcourue entre donc, la ville d'origine et la ville d'arrivée. Et on retrouve ici les principes du programme Erasmus+, puisque vous avez une différence de barème en fonction du moyen de transport que vous allez utiliser. Si le moyen de transport est un moyen de transport éco-responsable, donc a priori, les moyens de transport les moins émetteurs de CO2 sont les trains, par exemple, sur les transports en commun non émetteurs de CO2, ou les voyages non éco-responsables, on va plutôt parler de l'avion à cet endroit-là. Et vous voyez que le montant par participant n'est pas le même. Donc concrètement, si vous faites une mobilité sur une distance de 300 km, si vous le faites en train, vous aurez 285 euros de frais de voyage pour participer en fait à vos frais de transport. Et si vous le faites en avion, vous aurez 211 euros pour participer à ces frais de voyage. Et je vais vous indiquer ensuite donc les barèmes de calcul pour les frais de séjour. Donc là, dans ce cas-là, en fait, ça va être réparti en fonction de trois groupes de pays, comme vous pouvez le voir, qui dépendent en fait du niveau de vie qui est nécessaire dans ces trois pays. Et donc, c'est un montant de base par jour passé sur place, en dehors des jours de voyage. Et dans le cadre de la mobilité de vos personnels, donc de vos salariés, ou de vos bénévoles, vous aurez, si vous allez au Danemark par exemple, 150 euros par jour pour couvrir les frais d'hébergement et de restauration. Et si en revanche c'est une mobilité de vos apprenants, ce sera 100 euros pour aller au Danemark ou 87 euros par exemple pour un déplacement en Grèce. Donc, on peut faire un premier tour de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, je crois qu'il y a des gens qui n'étaient que en chat. Donc, je vais regarder quand même sur le chat. Mais sinon, vous pouvez lever la main et poser votre question. Oui, Pauline. Oui, bonjour. Alors peut-être qu'on va voir ça du coup dans la partie à venir, mais j'ai un peu une interrogation sur notamment sur le renforcement des compétences numériques et comment Oui. ça s'insère en fait du coup dans un projet par exemple de spectacle vivant en fait. Alors, en fait, les priorités que j'ai exposées, donc l'inclusion, les priorités numériques et écologiques, ce sont des priorités de manière générale dont il vous faut tenir compte du mieux possible. Ok, Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les quatre priorités systématiquement. Il faut vous emparer de la priorité qui vous paraît la plus cohérente par rapport aux activités que vous allez développer et des compétences que vous allez chercher. Et notamment sur la compétence numérique, ce n'est pas nécessairement une compétence numérique au plateau, ça peut être une compétence numérique dans la méthode de travail que vous allez employer avec la structure qui va vous accueillir, les pairs que vous avez identifiés, les modalités de transfert de compétences. En fait, c'est une manière à vous de vous en saisir en tout cas, avec nous sur l'accréditation, c'est dans un rendez-vous que vous allez nous faire part de ces préoccupations-là et de comment vous vous emparez de ces priorités. Si vous vous adressez directement à l'agence, c'est un argumentaire qu'il vous faudra produire, mais en tout cas, c'est vous qui définissez la manière dont vous vous emparez de ces priorités. ok, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en avais une. Je sais pas s'il y a un endroit pour lever la main. Du coup, je prends la parole un peu comme ça. Je suis pas sûr d'avoir exactement compris si cette demande de financement de mobilité était un préalable nécessaire à l'organisation d'une semaine Erasmus+ par notre organisation. S'il Alors, fallait. effectivement, je pense qu'il y a confusion parce que je ne Ouais. suis pas sûre de bien comprendre non plus votre question. Ce que je peux repréciser, et vous me direz si ça vous répond. Euh, En fait, si vous avez un projet de mobilité qui a pour objectif de monter en compétences, enfin, pour la personne qui va être en mobilité, dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de mobilité auprès de l'agence pour bénéficier de ce financement-là, de cette bourse. Ça peut être une mobilité unique. Ça peut être une mobilité qui a pour but de construire un prochain projet un peu plus ambitieux avec plusieurs mobilités et un programme qui fera l'objet d'un dépôt de votre part auprès de l'agence. Mais pour préparer en tout cas ces mobilités, vous pouvez bénéficier de notre bourse Erasmus+. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Merci. Parfait. Et Est-ce- oui, moi aussi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une plateforme en ligne qui va regrouper enfin, d'autres structures qui ont le numéro, ou en tout cas qui sont sur ce dispositif Erasmus+, avec ce qu'elles proposent, par exemple, ou est-ce qu'il faut impérativement que nous, notre structure, elle trouve voilà, une compagnie ou une structure qui propose quelque chose qui nous intéresse, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui regroupe des propositions? Alors, j'ai envie de dire oui à tout. C'est-à-dire que ça peut être dans un cas où vous avez identifié une structure, où vous travaillez déjà un petit peu avec une structure sur un de ces territoires, et vous identifiez que sa manière de travailler, vous faites un petit peu, vous travaillez, vous proposez des activités similaires, mais sa manière de les proposer, ou sa méthode, ou voilà, est différente de la vôtre, et vous avez envie d'aller dans cette structure. Ça peut fonctionner comme ça. Si vous n'avez pas identifié de structure et vous souhaitez monter en compétence, vous avez également un outil qui est proposé par l'agence, qui est la plateforme EPAL. Non, je me trompe peut-être. Yvan, je ne sais pas si tu as le lien, je le cherchais en même temps que Chat posait sa question. Je peux le Ouais, chercher ouais. en attendant. C'est bien la plateforme EPAL qui est la plateforme qui est mise en place par l'agence pour tout le secteur de l'éducation des adultes, donc pas spécifiquement pour la culture. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Et dessus, vous pouvez soit y déposer des annonces, donc vous créez un profil pour votre structure et y déposer des annonces en disant je serais intéressé par tel type de structure, tel type d'activité, ou vous pouvez également, et ça marche plutôt bien, consulter déjà les structures qui ont déposé des recherches de partenaires. Ça donne en général quelques idées. Et on va vous mettre le lien vers la plateforme. Ok, super, Voilà, je merci. vous ai mis le lien dans le chat. Et après, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut se faire en rendez-vous conseil, de réfléchir en fonction de vos activités, en fonction de vos besoins, en fonction de l'objectif en fait que vous voulez donner à cette mobilité, de voir si nous, on ne peut pas déjà avoir identifié peut-être un réseau de structures ou voilà, et donc on peut croiser votre expertise et votre réseau, celui qu'on peut avoir identifié de notre côté, et effectivement vous aider à vous orienter dans cette plateforme Nepal qui va recenser un bon nombre de structures, mais qui ne sont pas toujours les plus... enfin, il faut défricher, quoi. Ok, et j'ai une autre question. Ouais. Et c'était juste pour voir si c'est impératif que ce soit d'un pays à l'autre au sein de l'Europe, ou est-ce que si on a identifié une structure en France, ça peut quand même fonctionner. Eh ben non. Ok. Le principe quand même de l'agence, c'est de travailler à ces valeurs communes au niveau européen en fait. Et donc le financement, il va vraiment être à l'endroit de ce partage dans les pays des territoires étrangers au niveau européen, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une question?
ou on passe au Moi, témoignage? j'ai une autre question. Alors, nous, on est sur 2 champs croisés, audiovisuel et spectacle vivant. Oui. Est-ce que les partenaires doivent être obligatoirement sur spectacle vivant? Sur la structure d'accueil, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est plutôt vous, en tant que bénéficiaire de notre accréditation, où vous devez être voilà, un acteur, une actrice du spectacle vivant. Donc, effectivement, la ménagerie, ça fonctionne. Mais je pense que la structure d'accueil n'est pas nécessairement de votre secteur d'activité. Et même, ça peut être encouragé d'aller voir voilà, dans un autre secteur d'activité pour justifier d'une montée en compétences. Bonjour. Bonjour, moi j'aurais une question pour le centre chorégraphique James Carles. Nous sommes un centre de danse, mais aussi un établissement une école de danse. Enfin, on a des étudiants, donc je voulais un petit peu mieux comprendre la différence entre le personnel et les étudiants, en quelque sorte, ou nos apprenants, parce que les mobilités donc, du personnel, ça me paraît assez clair. Si on veut développer des projets avec des partenaires en Europe, de quelle manière les apprenants peuvent participer? Parce qu'il ne s'agirait pas, j'imagine, là, dans le cadre de cette accréditation, de poursuivre une activité enfin de danse. Ça sera forcément sur des projets qui améliorent les compétences dans les 4 objectifs du programme Erasmus+, ou comment c'est relié à nos activités exactement? Alors, je vais essayer une réponse, mais en tout cas, sur la mobilité de vos apprenants, ça peut être pour une pratique particulière de transmission de la danse. Donc, c'est intéressant pour vos personnels d'aller voir dans une autre école comment cette pratique-là est transmise et si ça peut leur permettre de transmettre en tout cas différemment. Sur la mobilité de vos apprenants dans le cadre d'une école, je pense, mais il faudra le vérifier, que ça ne concernerait pas le volet éducation des adultes, mais plutôt le volet jeunesse. Tout dépend le profil en fait de vos bénéficiaires cibles. Ouais, j'allais préciser, la question, elle va être sur l'âge des bénéficiaires, mais par contre, il est tout à fait possible sur des élèves majeurs qui bénéficient d'une mobilité, donc plutôt de courte durée, puisque c'est plutôt ça qu'on a ciblé nous dans notre accréditation, mais pour aller bénéficier d'une période d'apprentissage dans une autre structure en Europe. Que ça soit à titre individuel ou collectif, les deux peuvent s'envisager. Et on peut témoigner, il y a déjà une initiative qui a été menée par Audradec dans le champ de la marionnette, qui fait de la formation. Et il y a un groupe de stagiaires qui a pu partir en Espagne ensemble voilà, dans le cadre de leur formation. Et c'est quelque chose qu'on avait intégré à notre accréditation. Voilà, la question par contre, c'est le public. Si c'est formation certifiante dans le cadre de la formation professionnelle, ça ne sera pas sur notre accréditation. Et de même, si c'est sur des publics mineurs, ça ne sera pas sur notre accréditation. Par contre, tous les autres publics, adultes majeurs qui ne sont pas en train de passer une certification professionnelle dans le cadre de la formation continue, ça marche. Ouais, désolé, on n'a pas non plus pu activer la caméra, donc on est un peu dans le noir. Mais en fait, c'est vrai que nous, on est à cheval en fait sur trois actions dans le programme Erasmus+, puisqu'on fait pour le moment de la formation non certifiante, mais aussi en fait certifiante de niveau 5 et 6, ce qui veut dire qu'on est déjà établissement d'enseignement supérieur. Et en fait, pour le moment, en fait, on rentre dans aucune, d'après ce que j'ai compris. C'est pour ça que ça m'intéressait aussi de voir qu'est-ce qui est fait du point de vue de la culture précisément. On rentre pas complètement dans aucune des actions des publics, puisque on n'est pas non plus enseignement supérieur à délivrer des diplômes d'État, sauf un. Mais il n'y en a qu'un au niveau de la danse. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de se situer, en fait, au niveau de l'entrée dans le programme Erasmus+. Je ne sais pas si vous avez d'autres cas.
Ici, c'est ça. il faut regarder quel est le public majoritaire en fait. Si votre public majoritaire, c'est un public adulte et qu'il n'est pas sur des certifications enseignement sup, ça rentre dans le secteur éducation des adultes sans aucun problème. La définition des publics sur Erasmus, elle se fait par soustraction, c'est-à-dire on regarde est-ce que c'est des publics qui sont en formation supérieure et qui vont bénéficier d'un diplôme d'enseignement supérieur? Est-ce que ce sont des mineurs? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans le champ du sport? Et par soustraction, tous ceux qui sont adultes et qui sont dans aucun des autres secteurs, dans l'apprentissage ou dans le champ de l'éducation, de l'enseignement supérieur, par exemple, bah, par soustraction, c'est ces publics-là qui vont être concernés par l'éducation des adultes. Voilà. Et après, il n'est pas interdit que sur une mobilité éducation des adultes, donc qui pourrait être votre cas, il y ait dans le groupe quelqu'un qui soit également dans un cursus, si c'est une mobilité de groupe, qui est également quelqu'un qui soit dans un cursus enseignement supérieur. C'est pas interdit. Ce qui va être regardé, c'est la composition majoritaire du groupe. Est-ce que ça répond à votre question, Inga? Oui, merci. Oui, ça répond. Oui, merci. Je voudrais juste réinsister sur un point avant de passer au retour d'expérience. C'est sûr, parce que Julie l'a dit à plusieurs reprises, les mobilités Erasmus, elles sont financées parce qu'il y a une perspective de développement de compétences. C'est pas forcément, ça peut être à la fois effrayant et pour autant, on peut faire plein de choses en termes de développement de compétences qui sont pas uniquement des cours. Donc, il faut vraiment avoir cette approche en se disant euh, une mobilité qui va permettre d'élargir le spectre de ce que je vais pouvoir faire après, qui va permettre de renouveler l'approche que je peux avoir d'une discipline, les réseaux que je connais, la connaissance que j'ai d'un territoire. Tout ça, c'est des compétences professionnelles. Donc, c'est assez large. Et la chose qui est par contre vraiment nécessaire, c'est de pouvoir, donc nous dans nos formulaires, mais c'est également le cas pour l'agence dans le formulaire de bilan, c'est de pouvoir le décrire de manière assez simple, mais de dire bah, si je vais en Allemagne et que je parle anglais, oui, je suis aussi dans l'acquisition de compétences linguistiques en fait. Si je vais en Allemagne et que je fais des rendez-vous avec des structures sur place pour comprendre l'écosystème, je suis dans le développement de compétences sur la connaissance des écosystèmes culturels. Et ça, il faut être capable il faut prendre le temps de le nommer. Ce qu'on a proposé ce matin pour illustrer, du coup, pour pas que ce soit juste un monologue, même il est très qualitatif, mais que ce soit pas qu'un monologue de l'agence, on vous a proposé, du coup, on a proposé à des personnes qui ont déjà bénéficié de mobilité dans le cadre d'Erasmus de simplement témoigner un petit peu de la manière dont elles avaient imaginé se déplacer, pourquoi elles se sont déplacées, et puis qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Et ce que je propose, alors je vois pas la caméra, mais j'ai vu que Nathalie Brun était connectée, c'est peut-être que Nathalie, tu puisses commencer, puisque tu as pu bénéficier d'un certain nombre de mobilités dans le cadre de notre accréditation, puis dans le cadre d'autres dispositifs. Et voilà les deux questions là en quelques minutes, hein, c'est juste peut-être que tu puisses illustrer pourquoi toi, et puis tu t'es positionné sur sur du développement à l'international. Et puis, qu'est-ce que ces mobilités, elles ont apporté en termes justement de développement de compétences au sens Erasmus? Oui, bonjour, excusez-moi, je me suis connectée depuis tout à l'heure, donc j'ai entendu la réunion depuis le début. En fait, nous, au départ, c'était dans le cadre d'une compagnie de danse, donc c'était du repérage de réseau, pour voir un petit peu quels étaient les partenaires européens qu'on pouvait solliciter sur de la diffusion. Dans un premier cas, c'était ça. Et c'était la Tanzmess de Seldorf, une compagnie de danse contemporaine, et c'était en août, j'ai noté 22. Parallèlement, on développait un programme de coopération européenne et moi, j'étais très intéressée pour découvrir des partenaires et mettre en place des partenariats. Donc, il y a eu plusieurs périodes d'observation, de repérage dans le cadre du consortium et des mobilités sur des plateformes de danse contemporaine dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui m'a permis personnellement de nouer beaucoup de coopérations, de partenariats, d'essayer de monter des projets dont tous n'ont pas abouti. Mais ça permet de constituer quand même un réseau assez important. Et là, bon, on développe depuis, on va dire 2019, mais c'est là on a un projet qui s'appelle Danse Platforma, qui est une plateforme de danse contemporaine où on accueille des artistes d'Europe de l'Est. Et ça me permet depuis 2 ans de bénéficier de cofinancements, pas européens, mais des cofinancements des pays d'où sont originaires les artistes qu'on programme. C'est clair?
ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça permet de faire de la coopération d'une autre manière, mais pas dans le cadre de programmes européens. Voilà ce que je peux dire. Et aussi que ça me permet aussi de développer aussi un accompagnement des artistes et des structures sur des recherches de partenaires en coopération. Voilà, ça donne toute une expertise et ça donne tout un réseau quand même assez important. C'est ce que ça m'a apporté. Voilà. Ce que je peux dire. C'est Que je me suis clair ou permis de. pas? Ouais, ouais, Ouais. moi je trouve que c'est très clair. Ce que je me suis permis de mettre dans le chat, c'est que donc, Mm. tout ce que décrit Nathalie là, et je pense que Fanny, Marie diront un peu des choses complémentaires. Il y a une dimension de rencontre, d'identification des interlocuteurs qui est extrêmement importante. C'est souvent la première motivation avec la découverte artistique. Et que ça, il faut arriver à le traduire dans comment on positionne ça en termes de développement de compétences professionnelles. Là, du coup, tu l'as un petit peu dit, mais le faire des rendez-vous avec, pour connaître des diffuseurs ou des artistes, bah, c'est développer ses compétences en termes de connaissance de l'écosystème artistique et culturel local. C'est développer la connaissance qu'on a des esthétiques sur d'autres territoires européens. Et c'est ça, c'est cette petite bascule-là qu'il faut faire pour qu'on puisse rentrer dans une logique de financement de ces mobilités à l'échelle d'Erasmus. Tu peux compléter s'il y a avec les autres retours d'expérience, s'il y a des choses voilà, sur lesquelles t'as envie de revenir. Mais ce qui est intéressant là dans ton témoignage, c'est qu'il y a une partie où du coup ça démarre avec une intention de structure et tu repars avec des compétences personnelles que tu peux remobiliser aujourd'hui dans de l'accompagnement à la production en fait et dans des Oui, bien questions de sûr. diffusion. Ah. Oui, bien sûr, parce que ce qu'on identifie beaucoup, c'est il y a beaucoup de projets, de porteurs de projets, mais des fois, il y a une méconnaissance du réseau européen et des partenaires européens qui sont en capacité de coopérer. Et donc, ça permet aussi de développer des compétences pour mettre en lien tous ces opérateurs, que ce soit compagnies, structures, etc., événements. Donc, moi, ça m'a apporté ça, très positif à cet endroit-là. Peut-être je vais passer la parole à Fanny. Fanny, elle a assuré une mission d'intérim de direction au CNAREP l'usine à Tournefeuille pendant une période où du coup il y a eu un déplacement mobilité. Puis Fanny, elle a aussi une une expérience importante dans le développement européen international. Donc voilà, un peu les mêmes questions. Pourquoi toi te tourner vers l'Europe internationale? Qu'est-ce que ça apporte? Et puis avec quoi on repart en termes de compétences quand on se déplace quelque part. Et donc là, l'exemple qui sera commun avec Marie de l'atelier, c'est un déplacement, notamment dans les déplacements qui ont pu être faits, il y a un déplacement sur une plateforme en Catalogne, Fira Tarrega, dans le champ des arts en espace public. Alors, bon, bonjour, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, elle ne m'appartient pas, c'est-à-dire que l'usine basée à Tournefeuille avait déjà consolidé et créé des liens en fait avec différents opérateurs en Catalogne, donc qui étaient déjà assez présents dans le passé. Il y avait un désir précédent en tout cas de ce que moi j'en ai compris, de développer un projet Interreg. Euh, et donc moi j'avais deux objectifs et l'opportunité, parce qu'on en avait parlé et que j'en avais parlé aussi à Mike, enfin donc l'interlocuteur à Tariga, c'est à la fois de pouvoir poursuivre, là non pas pour moi, mais vraiment pour le CNAREP, les relations et le réseau de différents opérateurs culturels en Catalogne. Ça, je pense que c'était important d'y aller, c'est-à-dire que même si la suite ne se fait pas par le biais d'une personne, en tout cas, ça permet de ne pas oublier les structures parce que ça reste quand même. Je dirais que pour monter un projet, ça se fait pas en 2 mois, donc ça se fait pas. Et je pense que c'est important de rester en lien, en fait, qu'une structure reste en lien, même s'il n'y a pas un objectif qui est tout de suite à court terme de monter un projet de coopération, mais de rester voilà, en proximité avec ce festival et d'autres opérateurs en Catalogne. Bon, il y avait cet objectif-là. Après, il y avait effectivement, mais ça c'est pareil, c'est ce on a aussi cultivé et pas mal échangé avec Marie,
C'est aussi effectivement la notion de repérage artistique et du fait de cette proximité géographique qui donne aussi tout son sens, de pouvoir avoir des temps de repérage avec des pays voisins, puisque quand même c'est quand même un gros marché, Tárrega. Il y avait un bon nombre de réseaux européens, donc c'est à la fois bien pour la notion de repérage artistique, de développement, moi je dirais aussi de connaissances, hein, développement de réseaux, de poursuivre en tout cas cette connaissance de réseau, de rencontres avec d'autres professionnels. Du coup, c'est quand même vraiment super bien, quoi. Enfin, moi, je sais pas, je vous incite, si jamais vous n'avez jamais bénéficié de ce type de mobilité, il faut vraiment le faire. Enfin, déjà parce que ça vous met en mouvement. Enfin, je pense que dans une perspective, même si vous n'avez pas de perspective immédiate je sais pas, de construire un projet de coopération. Enfin, moi, je trouve qu'en termes de, ouais, je sais pas, de capacité d'adaptation, de rencontre, de croiser d'autres contextes artistiques, de nouveaux écosystèmes, c'est quand même, je pense que moi, je trouve ça assez nécessaire dans la vie, mais bon, après, ça, c'est personnel. Voilà. Voilà, après, de façon concrète, on ne revient pas en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on a coché comme case, du carnet d'adresses, etc. Mais ça y contribue très fortement. Voilà. Je ne sais pas si Marie, elle veut compléter, puisqu'on était quand même ensemble. Donc, Ouais, on va passer la parole à Marie après, mais peut-être que là, sur la fin de ce que tu dis, oui, donc à chaque fois dans vos deux témoignages, là, Nathalie et toi, vous parlez beaucoup de cet aspect réseau, connaissance des écosystèmes, oui, connaissance des acteurs, et c'est ça qui permet de capitaliser ensuite pour développer d'autres projets. tout à fait. Il y a sur la fin de ce que tu pointais, il y a aussi tout ce qu'on va appeler aujourd'hui les soft skills, donc Tout à la fait. capacité d'adaptation, la manière Oui, dont on peut avoir de communiquer avec les gens, de s'adapter à un contexte interculturel, ce genre de choses. oui, On y pense souvent comme un résultat induit, sans que ça soit quelque chose de pensé au départ. Dans le cadre d'Erasmus, le fait de se confronter à l'interculturalité, et tout, ça peut être un objectif en soi, hein, de dire je me déplace et je vais passer quelques oui. temps ailleurs juste pour développer ma capacité à communiquer, à comprendre ce qui n'est pas dit, ce genre de choses. Et tout ce volet soft skills, ça peut complètement être le centre même d'un projet de mobilité, sans même chercher à rencontrer des acteurs. Je force un peu le trait exprès pour élargir le spectre de ce qui est possible avec Erasmus. Non, Et mais tu ça, as raison, c'est un point important. Je pense que qu'on l'ait fait ou pas, enfin, ce type de mobilité, il y a quand même toute cette partie qui est liée à l'humain et enfin, qui n'est pas du tout à négliger, en fait, parce que concrètement, on sait très bien que dans nos métiers, dans nos milieux, cette partie-là, elle compte. Et je pense que d'être aussi dans ce type de rencontre en mobilité européenne, enfin, je pense que vous revenez, enfin, forcément, vous avez d'autres façons d'aborder les choses en étant pas dans un Zoom, mais en vraie rencontre avec les gens, quoi. Enfin, je dis pas ça parce qu'on est en Zoom, parce que c'est quand même super bien de se voir et de s'écouter. Mais voilà. Je peux rajouter quelque chose là-dessus, sur la rencontre d'autres partenaires européens. Je pense que si on monte de la coopération, c'est la condition principale. C'est-à-dire, on ne peut pas venir en coopération si on reste sur nos acquis français. Il faut vraiment se mettre en relation avec les partenaires et voir comment eux, ils travaillent, comment ils réagissent à certains événements qu'on peut mettre en place. Enfin, voilà, ça fait partie de la coopération aussi. C'est le principal, je pense. De ouais, bien s'entendre à plein d'endroits. Et ensuite, on peut commencer à monter des projets ensemble, voir quels sont enfin, ce qui nous retrouve, enfin, dans nos différents projets de structure, etc. C'est le Et peut-être principal. une des conséquences indirectes, c'est aussi de pouvoir être en lien avec d'autres professionnels français et justement de pouvoir travailler sur ce lien à l'Europe ou par exemple sur la question de notion de repérage artistique qui peut, enfin voilà, ça peut aussi être l'idée de travailler avec une compagnie catalane et un lien entre l'atelier et l'usine. Enfin, c'est un exemple, mais c'est juste pour dire que tout ça n'est pas anecdotique et ça crée aussi, ça renforce
voilà, des connaissances aussi qui sont interrégionales. Et ça, c'est quand même aussi super bien de pouvoir bénéficier de ça par rapport à l'agence qui met ça en place, quoi. Enfin, je crois que ça, c'est un des points hyper positifs, mais qui n'est pas l'objet principal, mais quand même qui induit ça de façon très forte, quoi. Voilà. Et ça, c'est un commun qu'on retrouve sur beaucoup de questions et de situations de mobilité où, en fait, quand on n'est pas dans son contexte habituel, on a une capacité, une facilité à échanger avec les autres participants, y compris ceux de son propre pays, voire même de sa propre ville, qui n'est pas la même que quand on est dans son quotidien. Et ça, tout le monde en témoigne sur toutes les mobilités en disant, mais c'est quand même fou, on s'est jamais rencontrés et c'est parce qu'on est à Berlin ensemble qu'on prend le temps de réellement pouvoir échanger. Donc ça fait partie effectivement des expériences en mobilité. Faut pas que ça soit le seul but parce que là, pour le coup, écologiquement, c'est un peu difficilement défendable, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Peut-être Marie, pour clôturer ce petit tour de retour d'expérience sur la démarche de l'Ateline depuis quelques temps, de l'Europe à l'international aujourd'hui, et puis la manière dont, voilà, dont tu as pu utiliser un petit peu ces dispositifs de mobilité. Ouais. Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas revenir sur ce que vous venez de dire et ce que Nathalie et Fanny ont partagé parce que ce serait redondant. Peut-être essayer quand j'ai préparé, enfin, moi il y a presque deux approches, mais c'est ma façon de penser les choses, hein. Il y a quelque chose de très concret dans une approche professionnelle, mais je crois que la première chose qui s'est imposée à moi, c'est presque une démarche un peu éthique. Et par l'éthique, j'entends ce qui vient d'être dit différemment, c'est la compréhension d'autres écosystèmes, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est des petites claques en fait qu'on prend parce que ça permet, non mais petites, mais ça permet de sortir d'une vision franco-française, en tout cas, et de pratique, et de quelque chose qui finit par être vécu comme autonormé, alors que ça ne l'est pas. En fait, finalement, c'est une norme et un écosystème ou des écosystèmes au milieu de plein d'autres écosystèmes, de plein d'autres pensées et schémas culturels dont on ignore un peu tout ou dans une forme de concrétude. C'est la première chose et je trouve que arriver à accepter d'être déplacé aujourd'hui, ça me paraît essentiel, d'autant plus qu'on a souvent tendance à, pris par l'espèce d'urgence permanente, à ne plus forcément penser ces pratiques. Donc je trouve que c'est absolument essentiel. Que ça permet aussi, in fine, de créer en retour des formes de solidarité entre acteurs et actrices culturelles en France. Euh, Si je prends l'exemple de notre déplacement à Tarrega, ça a créé des endroits de solidarité qui font de l'Occitanie finalement via trois acteurs, parce qu'il y a l'usine, il y a l'atelier, il y a le cratère aussi, avec le festival Cratère Surface. Et du coup, ça crée des endroits finalement d'accueil structurés et d'endroits de solidarité entre les acteurs et les actrices culturelles sur le territoire aussi. Et en créant ces espaces de solidarité, on est en mesure aussi de travailler des va-et-vient cohérents, pertinents et outillants et solidaires. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais partager. Et moi, ça me permet, alors, toute proportion gardée, hein, mais de faire un petit état de l'art aussi. Et un petit état de l'art, ça veut dire que sur la question purement des récits et des formes, ça permet aussi d'aller voir des équipes qui travaillent différemment, de voir à quel état de structuration sont des équipes sur les enjeux d'écriture, sur les enjeux purement formels, mais aussi jusqu'où ces équipes sont prêtes à aller et concrètement vont dans des récits d'autant plus posés en espace public, dont on connaît les difficultés qui vont se poser de manière de plus en plus insidieuse par les temps que nous traversons. Mais on s'est quand même rendu compte, pour ne prendre l'exemple que l'exemple catalan, qui a un rapport à des récits sur la question de la mort, sur la question de l'amour, qui sont traités et qui sont comprises et différemment en France, par exemple. Voilà, ça peut paraître... mais je trouve que sur la question des récits et des formes, c'est assez intéressant aussi.
ce déplacement vaut. Et je peux m'autoriser un petit exemple qui n'a pas rapport avec un déplacement Erasmus+, mais j'étais dans un autre cadre de mobilité à New York là, à la rentrée. Et en fait, il y avait un French lunch, donc où on était un peu questionné avec les quelques personnes. Et on est arrivé sur les enjeux de participation d'amateurs, etc. Et du coup, je me suis retrouvée à répondre parce qu'on m'en formulait la question sur comment est-ce qu'on voyait comment est-ce qu'on pensait les enjeux de de participation. Donc, du coup, ça oblige à être dans un schéma réflexif de se dire, attends, finalement, c'est pas si naturel que ça et c'est pas si un discours si, ne serait-ce que sur le plan légal d'ailleurs, hein, en France, si structuré que cette question de la participation. Donc, le fait d'être obligé de le formuler à des personnes qui ne le pratiquent pas de la même manière, c'est intéressant parce que ça permet de se le reformuler et de remettre à la juste distance. Et en retour, on a quand même pris des retours un peu qui est on n'a pas le droit d'extraire des compétences des gens sans les rémunérer. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais du coup, moi, je reviens chargée de ça aussi en me disant, tiens, est-ce que je suis d'accord avec cette chose-là? Je vois qu'Yvan mais voilà, c'est-à-dire que la question des amateurs et de l'implication amateur aux États-Unis, par exemple, elle est radicalement vécue de manière radicalement différente de chez nous. J'ai été un peu longue. Et après, concrètement, qu'est-ce que ça provoque pour l'atelier? C'est que nous, on est arrivé à Tarrega parce qu'au départ, il y avait une résidence d'accompagnement à l'écriture, que le cratère n'avait pas les moyens, dans un temps assez record, dans un temps assez court, de pouvoir accueillir cette résidence, et que l'atelier avait été identifié comme un endroit où on peut poser des questions d'écriture et de lien à l'espace public à des moments de création qui ne sont pas encore posés. Et du coup, ça s'est construit comme ça. Je trouve ça aussi assez joli. Et de là, on a structuré quelque chose de plus cohérent et de plus écrit avec l'usine et le cratère, où l'atelier se pose, et parfois l'usine, sur des accueils en création, sur du soutien à la coproduction. Et puis, il y a un temps de visibilité qui est assez important au niveau international avec Cratère Surface, par exemple. Et puis de là, de ces aventures-là, nous, ça nous a permis de continuer à saturer la présence de l'équipe, de l'atelier à l'international sur ces questions-là. Donc de là, on est devenu partenaire associé du projet Pyrénées 2. Donc on y va tout doucement, puisqu'en fait, on n'a pas les moyens humains de pouvoir développer ça de manière assez importante. Et puis finalement, ça fait sens aussi avec le fait qu'on soit membre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée. Et là, on va arriver plutôt sur un territoire méditerranéen qu'on est vraiment en train de penser sur le champ de la création d'espace public. Et on est maintenant devenu pôle international de production et diffusion pour les 5 prochaines années, en association avec, puisque c'est porté par Lieu Public, le CNAREP Lieu Public, en association avec le cratère et la FEAR et l'atelier. Donc du coup, on traverse aussi, on va travailler un champ plus méditerranéen en tissant des passerelles et des croisements entre la région Occitanie et la région PACA. Enfin voilà. Donc tout ça est très vertueux. Merci beaucoup, Marie. Ça se complète bien, les trois démarches, là, vous voyez, hein, ça, entre côté plus structure et plus partant des compétences personnelles, et puis en étant plus dans une stratégie de développement après d'une structure et de son positionnement dans les enjeux européens internationaux. Voilà, ces 3 témoignages juste pour vous montrer un petit peu à quel endroit ces mobilités, du coup, elles peuvent venir ponctuer le parcours et être une petite goutte d'huile dans les rouages à certains moments.